Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'analytics et l'IA au service du risk management. Je suis Steven Balzan, Account Manager chez Midral, et je m'occupe principalement de nos clients dans le secteur de la banque et de l'assurance. Pour ce webinaire, je serai accompagné par Cordelia Bartman, membre de l'équipe Expert Services chez Midral, et Mingli Gridel, Data Scientist chez notre partenaire DataRobot. Comme vous le savez, le secteur de la banque et de l'assurance est très consommateur de données. En effet, toutes les grandes banques, assurances ou même les nouveaux entrants du secteur avec les banques en ligne ou les startups fintech, toutes ces sociétés qui s'inscrivent dans un marché ultra concurrentiel ont besoin d'exploiter et valoriser leur patrimoine de données afin d'attirer de nouveaux clients, d'approfondir les relations avec les clients existants, de les fidéliser, d'améliorer l'expérience client, d'identifier de nouvelles opportunités de croissance, mais surtout, et c'est de cela dont il sera question aujourd'hui, d'améliorer, d'optimiser la gestion, le pilotage de leurs risques. Alors, comment exploiter, analyser, valoriser au mieux cette data, cette donnée si précieuse? Chez Midral, nous avons justement schématisé ce processus grâce à ce cycle de valorisation de la donnée. L'idée, c'est de toujours commencer par une question métier, une question business, qui va être représentée par le petit bonhomme à droite, un risk manager par exemple, qui se pose tout un tas de questions. On va donc aller chercher les données brutes, issues des différentes sources multiples et hétérogènes, qu'il va falloir ensuite préparer, c'est-à-dire nettoyer, fusionner, enrichir, afin de pouvoir ensuite les analyser et les partager grâce à différentes pratiques de data visualisation allant du simple reporting au data journalisme. Aujourd'hui également, la data science avec le machine learning est un aspect très important pour aller plus loin dans l'analyse, analyser plus finement ces données, aller jusqu'à anticiper le futur ou tout du moins prédire des phénomènes métiers. Chez Midral, justement, on vous aide sur l'ensemble de cette chaîne de valorisation de la donnée. Nous sommes une société de conseil, un pure player de la data spécialisé dans l'analytics avec 3 activités principales. Le volet consulting pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets d'analyse de données. Le volet revendeur de solutions éditeurs avec qui nous sommes partenaires. Dans ce webinaire, nous allons utiliser DataRobot sur la partie machine learning automatisée et Tableau sur la partie data visualisation pour illustrer les cas d'usage risque que nous allons vous présenter aujourd'hui. Le 3e volet, bien sûr, est celui de la formation. Nous formons ces différentes solutions. Le risk management, c'est un sujet qui est très vaste. On pourrait en effet parler de risques politiques ou climatiques, voire même de risques sanitaires désormais. Dans le monde bancaire et assurantiel, particulièrement avec les réglementations BAL2, on parle principalement de risques de crédit ou de contrepartie, de risques de marché ou encore de risques opérationnels tout simplement. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur 2 cas d'usage de risk management en particulier, à savoir dans un premier temps un cas d'usage sur la détection de fraude et le deuxième sur l'analyse des risques fournisseurs. On va donc désormais rentrer dans le vif du sujet et je vais laisser la parole à Cordelia. Merci Steven. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de fraude, et particulièrement de la fraude à l'assurance et à la banque. Vous devez sûrement avoir des exemples en tête, non? Moi j'en ai un. L'année dernière, j'ai reçu plusieurs SMS de ma banque en me demandant si j'étais à l'origine de virements et d'achats de produits et si j'autorisais ces transactions. Comme je n'avais pas effectué ces opérations, j'ai appelé ma banque, je leur ai dit et ils m'ont annoncé qu'on m'avait volé mon numéro de carte bancaire et que j'avais été victime de fraude. Bon, ça peut arriver à tout le monde. J'espère que ça ne vous est pas arrivé et que ça ne vous arrivera pas. On touche du bois. Mais j'espère aussi que vous n'avez pas été fraudeur. C'est possible. Par exemple, votre maison ou votre appartement a brûlé.
Vous déclarez l'incendie à votre assurance, et pour faire gonfler les remboursements de l'assurance, vous déclarez la perte de biens dans l'incendie que vous ne possédiez pas. Vous fraudez dans ce cas. Un autre exemple dans la santé. Vous déclarez avoir été victime d'un accident du travail qui vous a rendu invalide. Comme ça, vous obtenez des dédommagements de l'assurance. Mais vous n'êtes pas du tout invalide. Vous fraudez à l'assurance. Retournons dans la banque. Moi, je me suis fait voler mon numéro de carte bancaire. Mais on pourrait aussi me voler mon identité pour ouvrir des comptes. Ou encore, un fraudeur pourrait créer de fausses identités afin d'obtenir du crédit. Il existe de nombreuses méthodes et de multiples canaux pour frauder. Et les conséquences, elles sont non négligeables. Pour vous donner un ordre d'idée, aux États-Unis, la fraude, ça représente des trillions de dollars par an. L'objectif pour contrer la fraude, il est simple. Il faut trouver les comportements frauduleux. Alors, on peut détecter les comportements connus, qui utilisent les mêmes méthodes, mais il faut aussi pouvoir identifier les nouveaux comportements frauduleux potentiels. Je dis potentiel parce qu'un comportement peut sembler frauduleux, mais ça peut ne pas être un cas de fraude. C'est ce qu'on appelle un faux positif. Donc l'un des objectifs contre la fraude, c'est de trouver un équilibre dans ces recherches. Il existe une approche qui a été mise en place et qui est appelée Comment attraper Fred? How to catch Fred. Fred, c'est le petit personnage à gauche derrière son PC avec le grand sourire machiavélique. Fred, il a déjà fraudé, on le connaît et on connaît ses méthodes. Donc, grâce aux données historiques, on peut créer des modèles qu'on dit supervisés afin de détecter Fred et d'identifier les autres potentiels Fred. Mais attention, il faut aussi penser à réduire le nombre de faux positifs. Bon, je m'arrête là et je passe la parole à Mingli qui va vous présenter DataRobot et vous faire une démonstration de l'application de modèles supervisés afin d'identifier les comportements potentiellement frauduleux. C'est à toi, Mingli. Merci Cordélia. Dans les 15 prochaines minutes, je vous propose d'étudier un jeu de données qui provient d'une banque. Il s'agit de transactions. À partir de ces données, on va construire des modèles prédictifs. On va en investiguer un, le déployer et ensuite lui soumettre de nouvelles transactions à prédire. Tout ceci, on va le faire à partir de la plateforme DataRobot. Pour l'histoire, DataRobot, c'est une entreprise qui a été fondée en 2012 à Boston. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 1300 personnes qui y travaillent. Et cette démo, on va la faire avec le produit AutoML, dont on va voir les fonctionnalités, qui s'appelle aussi Automated Machine Learning. Mais commençons direct avec le jeu de données. Donc, il s'agit d'un jeu de données qui provient des départements de répression des fraudes dans une banque. Il ne s'agit pas de toutes les transactions qu'une banque reçoit, mais juste de celles qui ont généré une alerte. Et à partir de données historiques, donc on veut pouvoir prédire si une transaction est suspecte ou non, en utilisant le profil du client qui a fait cette transaction, son comportement sur les jours passés, ainsi que les informations de la transaction. Donc le jeu de données historique va ressembler à ceci. Une ligne dans ce jeu de données, c'est une transaction. Donc, on voit qu'il ne s'agit que de transactions qui ont amené à une alerte. Et comme c'est des données historiques, chacune de ces transactions a été investiguée par l'équipe de répression des fraudes. Lorsque vous voyez des zéros, il s'agit de transactions qui ont été considérées comme normales, donc elles ont été acceptées par l'équipe. Quand on voit un 1, c'est une transaction qui a levé ensuite un rapport de suspicion. Ce qu'on veut faire, c'est on veut utiliser ces données pour entraîner un modèle prédictif. Et pour ceci, on va utiliser des informations sur la transaction et sur le client. Donc, première information, on a le score KYC, qu'on appelle aussi Know Your Customer. Il y a beaucoup de banques qui créent ce genre de score sur chacun de leurs clients. Donc là, la banque l'avait déjà. On va essayer de voir si c'est utile. On va avoir des informations comme le salaire annuel de la personne, des informations de localisation, de comportement du client, donc le montant moyen de ses dépenses dans les 90 derniers jours, le montant total, le nombre d'achats. On va avoir des informations aussi sur les remboursements qu'il a eus. Si, par exemple, il a eu un remboursement marchand, donc il achète quelque chose, par exemple chez Carrefour, je ne fais pas de pub, et il y a un problème, Carrefour lui renvoie l'argent, donc ça, c'est un remboursement marchand. Combien il y en a eu dans les 90 derniers jours, quel est le montant, et autres informations similaires sur des transactions passées associées à ce client, donc un petit peu son comportement, quoi. Voici.
Donc, utilisons ce jeu de données pour entraîner des modèles. Et par la suite, ce qu'on veut, c'est que pour des nouvelles transactions, on aura toutes les informations qu'il y a sur la droite sur la transaction et on veut prédire la probabilité qu'elle soit suspecte de façon automatique. Alors, on va aller dans DataRobot et on peut importer le données de différentes façons. Mais ici, je vais juste utiliser ce qui est sur mon ordi. Donc, c'est un Excel. Je le glisse, dépose. Et pour le moment, les données sont en train de s'uploader dans la plateforme DataRobot. Donc, pour la démo, moi, j'utilise le cloud. C'est un cloud manager qui est hébergé sur Amazon à Dublin, en Irlande. Mais il y a quand même beaucoup d'entreprises, les banques, les assurances, mais imaginez aussi les entreprises de santé qui n'ont pas forcément envie que leurs données arrivent sur le cloud. Par conséquent, on propose d'installer DataRobot on-premise sur un serveur, s'ils le veulent, sécurisé, sur leur système Hadoop ou alors sur leur virtual private cloud. Ils décident, c'est très flexible. Ce que va faire la plateforme maintenant, c'est qu'elle va reproduire ce qu'un data scientist se doit de faire lorsqu'il fait un projet de modèle prédictif. Donc, on voit qu'il y a une analyse de données qui a été faite. Et si je descends, je la trouve. Et je retrouve toutes les colonnes de mon dataset, le type de variable détectée. S'il y a, par exemple, dans le salaire annuel, il y a 200 lignes avec un salaire annuel manquant. Je peux aussi voir, si je clique dessus, la distribution d'une variable dans le jeu de données historique. Donc, ça permet juste d'avoir une notion de la qualité de la donnée avec laquelle vous travaillez. Ici, première étape, on vous demande ce que vous voulez prédire. Donc, nous, pour chaque transaction, on veut prédire si elles sont suspectes. J'utilise la colonne suspecte qu'il y avait dans mon jeu de données. Et tout simplement, il y a un très beau bouton démarrer qui vient d'apparaître, qui est très tentant. Et je vais cliquer dessus pour commencer la construction de modèles. Donc, quand je clique sur le bouton démarrer, ce qu'il se passe, c'est que je lance l'autopilote de DataRobot. Je lance la partie de machine learning automatisée qui va me permettre de créer plein de modèles sur mon jeu de données historique. Ici, ce que va faire l'autopilote, c'est qu'il va sélectionner entre 30 à 40 modèles de différentes librairies open source. Tous ces modèles, il va les entraîner sur notre donnée Excel, là. Il va regarder la précision de chacun de ces modèles et faire un benchmark. Ensuite, on pourra voir quel est le modèle le plus approprié en termes de précision et il sera directement prêt à être déployé et utilisé. Donc, une fois que DataRobot aura sélectionné les modèles à utiliser, donc on les voit apparaître sur la droite ici, on va voir que dans un premier temps, on a 2 modèles ici qui vont s'entraîner sur mon jeu de données et j'en compte 35 pour le moment dans la file d'attente. Les modèles, ils viennent de différentes sources. En fait, il y a beaucoup de modèles qui sont directement disponibles en open source. Peut-être vous avez entendu parler de Python, de R. Donc, on utilise ces modèles ainsi qu'on vous rajoute aussi des modèles propriétaires DataRobot. Donc, si vous voyez le logo ici, pour ceux qui sont familiers, c'est le logo de Python, du langage Python. Donc, c'est un algorithme qui provient de la librairie scikit-learn de Python. Mais si je descends sur les modèles qui vont s'entraîner par la suite, qui sont dans la file d'attente, je descends et je vois les logos de R, par exemple, des logos DataRobot, donc des modèles créés par nos data scientists, TensorFlow, la librairie Deep Learning de Google, XGBoost, Wopal, Wabit, etc., etc. Donc, c'est assez pratique, notamment pour les data scientists, parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher partout les différentes approches disponibles open source. Elles sont toutes disponibles sur la plateforme DataRobot. Alors, donc j'ai mes 2 modèles ici qui sont en train de s'entraîner. Pourquoi je n'en ai que 2? Tout simplement parce que ici, vous voyez un gros 2, c'est le nombre de workers. Ce que chez DataRobot, on appelle des workers, c'est le nombre de ressources disponibles que je donne à ce projet. Moi, j'ai jusqu'à 20 ressources disponibles, mais la façon dont vous pouvez visualiser ces workers, vous pouvez les considérer un peu comme vos data scientists virtuels. Donc, dans mon équipe, sur ce projet, j'ai 2 data scientists virtuels, un qui entraîne ce premier modèle, le second entraîne ce deuxième modèle. Ils vont comparer la précision et ensuite, ils vont aller entraîner les modèles qui sont dans la file d'attente. Bon, je n'ai pas d'autres projets à prioriser. Donc, pendant cette démo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter ici et je vais donner accès à toutes les ressources que j'ai disponibles. Je vais monter le nombre de workers jusqu'à 20. Et ce que vous allez voir, c'est que tout simplement,
Maintenant, je ne vais pas avoir 2 modèles qui s'entraînent en parallèle, mais je vais en avoir 20. Donc, je suis juste beaucoup plus rapide que ce que j'avais précédemment. L'apport de ça, c'est pour les data scientists, mais pour tous les utilisateurs, c'est un énorme gain de productivité. Vous allez pouvoir itérer, vous allez pouvoir finir vos projets de façon plus rapide et passer au suivant. Le deuxième apport de DataRobot, ça va être pour tous les profils plutôt business analyst ou alors software développeurs qui savent le cas d'usage qu'ils veulent faire, mais ils n'ont pas les compétences forcément en data science. Donc, DataRobot va permettre une démocratisation du machine learning. Donc, on a plusieurs types de personnes qui utilisent la plateforme. Une fois que les modèles ont fini de s'entraîner, ils vont aller sur la section modèle ici, où j'en vois déjà 27. Allons-y. Donc ici, vous voyez un classement de vos modèles. Chaque ligne, c'est un modèle et ils sont ordonnés du plus précis en haut jusqu'au moins précis. Si l'autopilote est encore en train de tourner, vous avez ceux qui sont toujours en cours d'apprentissage. Donc tout ceci nous permet une compétition entre les modèles et ça va ressortir les modèles qui sont les plus adaptés à votre cas d'usage, à votre donnée. Ils seront tout simplement tout en haut de ce classement. Donc, pour une raison de temps dans la démo, j'ai que 15 minutes. Je vais aller à un projet qui a fini de tourner, où l'autopilote a terminé. Mais c'est exactement la même chose. Globalement, ici, ce projet devrait finir de terminer en 20 à 30 minutes. Donc, nous voilà 20 minutes plus tard. Ce que je vois, c'est que j'ai 81 modèles qui ont tourné et je peux voir lesquels sont les mieux classés. La façon dont on les classe, c'est avec cette métrique ici. Tout le monde n'est pas forcément familier avec cette métrique. Donc, vous avez la possibilité de changer l'ensemble du classement en fonction d'une autre métrique, peut-être avec laquelle vous êtes plus familière. Il y a aussi des métriques très business si vous êtes tout nouveau avec la data science. Maintenant, comment faire pour investiguer un modèle? Parce que si un modèle est précis, il me manque toujours de comprendre d'un point de vue technique comment il a été construit, quelles sont les variables importantes, est-ce que je peux avoir de l'interprétation d'un point de vue métier? Donc, pour investiguer un modèle, je vais tout simplement cliquer dessus. Donc, je vais vous montrer celui-ci parce que je l'ai déjà regardé un petit peu en avance. On va déjà avoir une explication technique de ce que DataRobot a fait. Cette première boîte, c'est la donnée de mon Excel que je vous ai montré initialement. Cette boîte en bleu, c'est les prédictions pour chaque transaction de est-ce qu'elle est suspecte ou non. Donc, on voit qu'on fait non pas seulement l'entraînement d'un algorithme, mais on va aussi, DataRobot se charge aussi de tout ce qui est un petit peu ennuyeux, qui est le pré-processing de la donnée. On va tout simplement faire en sorte que les données que vous envoyez en entrée de l'algorithme soient consommables. Donc, sur chacune de ces boîtes, si vous cliquez dessus, vous avez une très petite documentation. Si vous voulez quelque chose de plus fourni, vous allez sur le lien et tout simplement, vous avez accès à la documentation avec une information plus fournie. Là, comme on est sur un algorithme, on voit les hyperparamètres que DataRobot optimise aussi au passage. Et si c'est un modèle open source, on vous donne le lien vers le code open source de ce modèle. Il y a plusieurs sections, je ne vais pas aller dans le détail pour chacune, mais déjà essayons de comprendre d'un point de vue métier ce que le modèle fait. On va avoir différentes façons d'interpréter le modèle. Je vais vous en montrer deux. La première, c'est au niveau des impacts des variables les plus importantes. Quelles sont les variables les plus importantes pour que ce modèle prédise si une transaction est suspecte ou non? Où est-ce qu'il y a du signal prédictif, etc. Donc ici, on va voir nos mêmes variables, mais ordonnées en fonction du signal prédictif pour le modèle. Le premier, c'est le remboursement marchand, le montant du remboursement marchand dans les 90 derniers jours. Donc, tout simplement, c'est combien, si je reprends mon exemple de Carrefour, mais peut-être que vous êtes aussi allé chez Auchan, Intermarché, que sais-je, vous êtes fait rembourser par beaucoup de gens. Ça va être le montant de tout ça sur les 90 derniers jours. C'est, a priori, une des variables où il y a le plus d'informations pour prédire si une transaction est frauduleuse ou non. Il y a le nombre aussi, ensuite, en seconde position, le nombre de remboursements que le client a fait auprès de la banque. Donc, le client a dit à la banque, rembourse-moi de telle chose, telle chose. Donc, ici, c'est assez pratique parce que vous pouvez communiquer avec les experts métiers. Par exemple, vous pouvez aller voir la personne qui investigue les transactions aujourd'hui et lui dire, quand tu investigues une transaction,
quels sont les champs que tu regardes? Est-ce que ça correspond un petit peu à ça? Est-ce que mon modèle a du sens? Donc, ça va vous permettre d'avoir ce genre de communication. Et le second aspect de ce graphe, c'est que ça permet aussi de faire une sélection de variables. Là, dans mon cas d'usage, je ne sais pas, j'avais peut-être que 50 variables, mais certaines personnes reçoivent des jeux de données où il y a peut-être 200, 300, 500 variables. Et donc ici, vous allez pouvoir tout simplement voir celles où il y a du signal prédictif et sélectionner peut-être que les top 50. Et relancer l'autopilote ou le modèle à partir de ça. Il y a d'autres façons d'interpréter, mais moi, je vais juste aller vous montrer la dernière, notamment très importante pour le business lorsqu'ils veulent prendre une décision. Parce que si je vous donne plusieurs transactions et je vous dis, celle-ci, cette transaction, 58,65, elle a 92% de probabilité d'être suspecte, celle-ci, 42,62, elle a 0% de probabilité d'être suspecte, ben le métier, il va dire très bien, je sais comment, ou faire quelle transaction chercher en premier, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi la prédiction, elle est haute ou elle est basse? Donc, nous, on vous fournit à chaque fois, pour chaque prédiction que vous allez faire, on va vous fournir les explications. Lorsque vous voyez des plus associés à une prédiction, c'est des informations sur la transaction qui augmentent la probabilité d'être suspecte. Là, le montant de remboursement marchand, il est de 2600 €. C'est assez haut. Ensuite, le montant total des dépenses, il est de 16 000 €. Donc ça, ce n'est pas une chose que je dépense très souvent. Et en fait, on peut aller voir jusqu'à 10 explications pourquoi la prédiction est haute ou basse. Donc, plus ça augmente la probabilité d'être suspect, moins c'est des informations qui diminuent la probabilité d'être suspect. Imaginons qu'on a investigué plusieurs modèles et il y en a un en particulier qu'on veut utiliser. Ben, dans ce cas-là, pour le déployer, on peut aller dans la partie prédire. Et nous, chez DataRobot, on va vous donner une certaine flexibilité au niveau des déploiements, tout simplement parce qu'il y a des cas d'usage où il veut faire des prédictions en temps réel, comme celui-ci. Il y a des cas d'usage où il faut faire du batch, genre une fois le vendredi soir quand tout le monde est rentré chez lui. Donc, on va avoir plusieurs types de déploiements. Juste pour vous parler de deux. Ici, vous pouvez le déployer avec une API REST. Donc, vous cliquez sur ce bouton, tout simplement, et le modèle va être déployé. Vous pouvez communiquer avec ce modèle avec un call API, dans le langage que vous souhaitez, et vous pouvez ainsi l'intégrer dans vos applicatifs. Une deuxième façon, si vous le souhaitez, il y en a d'autres, mais une deuxième façon, c'est aussi, vous pouvez tout simplement télécharger tout le modèle déjà entraîné, vous pouvez le télécharger dans un fichier et l'utiliser à l'extérieur de DataRobot si vous le souhaitez. Donc, je dis le modèle, je parle bien sûr de tout le data processing qu'on a fait, du modèle entraîné, des hyperparamètres, etc. Donc, pour parler plutôt de celui-ci, parce que lorsque vous utilisez l'API, on va aussi vous permettre de faire le monitoring de votre modèle. Celui-ci, je l'ai déjà déployé, donc je vais juste cliquer sur ce déploiement. J'arrive dans l'onglet déploiement sur ce modèle en particulier que j'ai déployé. Et ici, je vais avoir des informations de monitoring, mais notamment aussi, chez DataRobot, on vous permet de construire des applications à partir d'un déploiement. Donc, j'ai juste à cliquer « Créer une application », ce que j'ai fait. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble, ce que vous pourriez avoir sur vos données, par exemple. Donc, on va arriver sur une application web qui est connectée avec mon déploiement via une API REST. Je peux créer une nouvelle transaction. Donc, par exemple, imaginons que Steven vient de faire une transaction. Et là, je vais pouvoir dire, par exemple, combien il a dépensé dans les 90 derniers jours, s'il a fait des dépenses avec le distributeur ou les chèques, etc., etc. Bon, utilisons dans un premier temps des valeurs moyennes qui ne devraient pas être trop risquées. Et on va demander à DataRobot de faire une prédiction. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'API, elle permet de faire des prédictions déjà en temps réel, mais aussi, vous pouvez les utiliser en batch. Donc, Steven n'a pas de souci, 0% de probabilité d'être suspect. Et ici, on a les explications. Il n'y a que des moins, tout est en bleu. Donc, c'est que des informations pour Steven qui lui sont favorables. Notamment, le montant de remboursement marchand, qui est de 45 €, il n'y a pas trop de soucis. Mais essayons de créer une seconde transaction avec quelques changements. Si on regarde le montant de remboursement marchand, vous vous souvenez, sur mon graphe bleu, c'était une variable importante. Ici, au lieu de le monter à 45 €, essayons de le mettre à 2700 €. Et puis, pour être consistante, je vais dire qu'il a reçu 3 remboursements marchands.
Donc, c'est une nouvelle transaction. Bon, j'ai juste gardé tout pareil. J'ai changé quelques informations sur Steven. Et là, je demande à DataRobot de me refaire une prédiction avec ces informations nouvelles. Déjà, tout de suite, je suis passée à 50% de probabilité d'être suspicieuse. C'est Steven, donc suspicieux. Donc là, il va y avoir quelqu'un qui va regarder cette transaction d'un nouvel œil. Et tout simplement, on va pouvoir lui dire ou regarder, la première raison pour laquelle la prédiction est haute, c'est le montant de remboursement marchand, qui est assez haut. Et on voit aussi que tout à l'heure, le salaire annuel n'était pas flagué en rouge. Mais tout simplement, en fait, ce que ça va ressortir, c'est qu'on va avoir des interactions entre les variables dues à cette nouvelle situation. Donc, gagner 40K lorsqu'on est remboursé de 40 €, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, si on est remboursé de presque plus que le montant de notre salaire mensuel, tout d'un coup, ce genre d'information revient comme potentiellement problématique. Donc ici, ça va nous permettre de ressortir des interactions entre nos différentes variables. Voici pour la démo. On a vu depuis le début un jeu de données, construire des modèles, le déployer et ensuite faire des prédictions. C'est un petit peu le flow de la construction de modèles jusqu'à la fin. Ici, c'est que le produit AutoML de DataRobot. Il y en a d'autres, mais ça vous permet de visualiser comment détecter des fraudes potentielles dans vos transactions. Bien sûr, tout ceci est réplicable à plein d'autres cas d'usage. Maintenant, je vais passer la main à Cordelia pour étudier les fonctionnalités d'un autre software qui est très utile dans le milieu de la data science, qui est Tableau. Merci. Pour la seconde partie de cette présentation, nous allons voir comment l'intégration de Tableau peut aider à gérer des contrats fournisseurs en prenant en compte leurs risques et d'adapter la stratégie d'une entreprise. Nous sommes ici dans le contexte du service risque d'une banque qui réalise un data journal d'analyse des risques fournisseurs. Ce data journal leur permet d'analyser les actions à mettre en place et de faciliter le choix des prestataires informatiques. Cette banque est présente dans plusieurs pays et fait appel à plus d'une centaine de fournisseurs de prestations informatiques. La première partie de ce data journal, Suppliers Overview, nous permet d'avoir une vision globale des 138 fournisseurs pour lesquels la banque a fait une analyse de risque. Le premier graphe, le donut, montre le taux de référencement des fournisseurs. Les 4 briques à droite, de couleur, représentent les 4 grandes catégories qui ont été créées à partir des scores d'analyse des risques fournisseurs. La catégorie To End représente les fournisseurs les plus à risque, pour lesquels il faut trouver une solution alternative pour les remplacer. La catégorie To Reduce représente les fournisseurs qui présentent un certain risque. Il serait peut-être judicieux de réduire leur utilisation. La catégorie To Maintain représente les fournisseurs qui ne présentent pas de risque particulier et qu'il faut conserver. Enfin, la catégorie To Expand représente les fournisseurs les mieux notés avec lesquels il serait judicieux de travailler plus souvent. Le graphique juste en dessous nous permet d'observer la distribution des fournisseurs par catégorie. Chacune des barres de ce graphe représente un fournisseur. Concentrons-nous sur le donut. On note que seulement une petite moitié des fournisseurs sont référencés, 46%. Regardons alors les 54% des fournisseurs non référencés. En cliquant sur cette partie du donut, on remarque que 6 de nos fournisseurs sont très bien notés et que 46 fournisseurs sont bien notés. Il serait peut-être intéressant pour la banque d'accélérer ses procédures de référencement de ses fournisseurs qui ne présentent pas de risque majeur. Passons maintenant à la carte. Cette carte nous donne les notations moyennes des fournisseurs en termes de risque sur chaque pays. On note que l'Espagne a la moins bonne note moyenne d'Europe, 47,7%. En cliquant sur l'Espagne, puis en survolant la distribution des fournisseurs, on peut voir qu'il y a 2 fournisseurs à arrêter, Northland Data et Armada Data. Grâce à l'infobulle détaillée, on note que Armada Data représente 993 kilo-euros d'achat par an pour la banque. C'est un montant conséquent pour un fournisseur qui présente des risques importants.
Passons maintenant au dernier graphique de cette partie. Ce graphique nous permet de voir les fournisseurs par tranche de volume d'achat effectué chez eux. Concentrons-nous alors sur les gros fournisseurs en sélectionnant les fournisseurs à plus de 2 millions d'euros. En regardant la distribution juste au-dessus, on se rend compte qu'un fournisseur important est à risque, en rouge, en catégorie to end. Au survol de la barre, on remarque grâce à l'infobulle qu'il s'agit de Consulting Chrono, chez qui la banque achète 2,6 millions d'euros de prestations. On note également que ce client a de très mauvais KPI financiers, une forte dépendance, plus de 80%, un faible profit, à peine 3,6%, et surtout un mauvais rating des agences de notation, la note D. En cliquant sur ce fournisseur, on remarque qu'il est situé en Allemagne et qu'il n'est pas référencé. Il serait intéressant pour la banque de se séparer de ce fournisseur. Rentrons maintenant dans le détail du calcul du risque fournisseur grâce à la seconde partie du data journal. Le risque global d'un fournisseur est évalué selon 6 axes, 3 financiers et 3 opérationnels. Commençons tout d'abord par les KPI financiers qui sont situés sur la gauche du data journal. Le premier, le taux de dépendance, traduit la dépendance du fournisseur à notre banque, c'est-à-dire la part de son chiffre d'affaires réalisé par les contrats avec notre banque. Le second, la rentabilité, traduit la santé financière du fournisseur à travers le calcul du pourcentage de la marge dégagée par l'entreprise. Enfin, le credit rating est un regroupement des notations effectuées par les agences de notation sur le fournisseur concerné. Les KPI opérationnels se situent sur la droite du data journal. Nous retrouvons le taux de livraison dans les temps, qui traduit le respect des délais engagés par le fournisseur, le taux d'anomalie, qui traduit la qualité de service rendu à travers l'analyse des différentes anomalies relevées grâce au suivi des anomalies JIRA, qui a été réalisé après la mise en production, et le taux de qualité de la documentation. Ce dernier critère est extrêmement important d'un point de vue opérationnel. Il ne pouvait pas être évalué manuellement pour chaque prestation de service par manque de temps des équipes internes. Pour contourner ce problème, la banque a mis en place un algorithme de text mining effectué par DataRobot pour scorer la qualité de la documentation remise. Pour ce faire, un échantillon des documentations remises par les prestataires ont été évalués par des spécialistes de la banque pour créer la base d'apprentissage. Le modèle généré à partir de cet apprentissage a ensuite été exécuté massivement sur l'ensemble des documentations remises par les prestataires. En cliquant sur les documentations de bonne qualité, plus de 80%, et sur les projets terminés dans les temps, delivering time à plus de 80%, on se rend compte que malgré ces deux bons critères, cela n'empêche pas un fort taux d'anomalie. Cela montre l'importance d'un équilibre des critères dans la bonne sélection d'un prestataire. Il est donc indispensable de pouvoir diffuser ce type d'outils à l'ensemble des opérationnels qui sélectionnent les prestataires afin de les guider au mieux dans leur choix. Pour cela, nous terminons par un petit outil qui permet de rechercher un bon prestataire en fonction de la zone, de l'activité et du métier recherché. Ce dernier graphique représente la liste des prestataires classés par taux global de risque. Au survol, on retrouve toutes les informations du prestataire. Montant d'achat, taux global de risque, KPI financier et KPI opérationnel. Par exemple, si je recherche en France, dans la catégorie Business Support, un métier de PMO, je peux me tourner sans trop de risque vers le prestataire Second Consulting qui a un taux global de risque inférieur à 20%, 17,5%, qui est catégorisé comme To Expand, qui a également de bons KPI financiers, faible taux de dépendance, bonne rentabilité et bonne notation, ainsi que de bons KPI opérationnels, livraison dans les temps, taux d'anomalie et qualité de documentation très bon.
La présentation de ce data journal est maintenant terminée et les clés du risque achat sont désormais entre vos mains. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions pour votre visionnage. J'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou si vous avez besoin de plus de précision sur cette présentation. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.